Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien avec une lumière derrière éclatante. Parce que des fois, c'est la vidéo sur la MotoGP où vous verrez qu'il n'y a pas de lumière derrière, parce qu'en fait elle clignotait tellement que ça m'énervait tellement que j'ai éteint avant de démarrer l'enregistrement. Mais là, elle ne clignote pas, parce que j'enregistre le matin. L'avantage c'est qu'en automne, quand il fait moche dehors, je peux enregistrer le matin dans des conditions avec une image correcte. C'est l'avantage de l'automne, de l'hiver, voilà. L'été, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai le soleil dans la gueule. Bon, assez parlé de moi, on passe aux audiences. Les audiences de la semaine du 21 septembre, les tops et flops, comme d'habitude, donc les tops, les flops. Le baromètre Access, le bilan global des différentes... qui a bien marché, qui n'a pas bien marché. Donc voilà, c'est le bilan des audiences. On va commencer tout de suite avec au top mercredi, France 2, Alex Hugo, encore une fois, 5 605 000 téléspectateurs, 26,1% de part de marché. C'est incroyable. Alex Hugo cette année, ça fait quand même un carton. Même les rediffs ont fait un carton. Donc ça montre bien que peut-être que la concurrence ce mercredi est quand même pas exceptionnelle. J'ai du mal... Je comprends pourquoi ça marche, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça marche autant. C'est-à-dire que Alex Hugo, ça a toujours plutôt bien marché. C'était aux alentours de 3,5 millions. Comment, en une année, on passe de 3,5 millions à 6,6 millions? C'est ça qui est assez incroyable. À 26% de part de marché, enfin France 2, c'est leur programme phare désormais. Ça fait mieux que Candice Renoir. Et pourtant, Candice Renoir, on va y revenir, mais ça fait des bons scores. Mais là... c'est quand même assez formidable l'audience de cette série. Alors je vais pas revenir plus longuement dessus, j'ai déjà dit énormément de choses dans les précédents numéros des Top et Flop Audience, donc vous avez qu'à les regarder si vous voulez savoir mon avis sur cette série. Mais c'est vrai que c'est pour moi quand même un peu l'inconnu de ce début de saison, Alex Hugo. Pourquoi ça marche aussi bien? C'est étonnant, surprenant quand même. Vendredi, encore France 2, Candice Renoir, 4 938 000 téléspectateurs, 21,5% de part de marché, surtout plus 100 000 téléspectateurs en une semaine. Ça marche toujours aussi bien Candice Renoir. Et surtout, ça commence à rattraper légèrement Koh-Lanta. C'est-à-dire que Koh-Lanta a toujours de l'avance sur les cibles majeures, on va dire, mais en termes d'audience, l'écart diminue parce que Koh-Lanta baisse un petit peu, Candice Renoir remonte. Voilà, vous voyez, la balance s'équilibre. Alors, Koh-Lanta fait toujours des bons scores, mais ça montre que Candice Renoir, cette année, ils arrivent encore à bien marcher. Je ne sais plus c'est à combienième saison de Candice Renoir. C'est la 8e, je crois, saison de Candice Renoir. Donc c'est assez fort pour une série française de réussir à se renouveler, parce qu'on en a vu plein des séries françaises qui avaient du mal à se renouveler. Après, on reste sur la case majeure des séries françaises de France 2 depuis des années. PJ, par exemple, Avocat associé, La Crime, Brigade de nuit, non, c'était Centrale Nuit, je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais c'est... culturel chez France 2, Nestor Burma, pour les plus vieux, Maigret, même je crois passer déjà le vendredi soir. C'est un classique chez France 2, le vendredi soir, série policière. C'est juste qu'ils ont changé les séries policières entre temps, hein. Ils ont modernisé les choses, mais il y a toujours eu des séries policières ou liées à la police. Parce qu'il y avait Boulevard du Palais, les séries un peu judiciaires également, à cet ordre-là. Ce qui est fort avec Candice Renoir, c'est de réussir à tenir au fur et à mesure du temps, avec pourtant... les scénarios sont importants, donc réussir à avoir un renouvellement au niveau des scénarios, c'est pas forcément simple, parce que Candice Renoir, c'est pas trop les enquêtes que les gens regardent, c'est plutôt le personnage, et ils sont pas tombés dans la caricature non plus, ils ont réussi à renouveler les scénarios sans virer de personnage principal, ça c'est aussi très très fort de la part des scénaristes. Et puis encore une fois, la programmation de Candice Renoir a jamais été évidente parce qu'ils ont souvent mis Candice Renoir face à Koh-Lanta. Et chaque année, Candice Renoir accroche Koh-Lanta. Et je pense que Koh-Lanta pourrait faire 400 000, 500 000 de plus, être au-dessus des 6 millions, si c'était pas Candice Renoir face à eux, si c'était d'autres séries. Donc ça montre aussi que France 2 est assez intelligent dans sa programmation parce qu'ils mettent leur série forte quand TF1 a son programme fort. Pour vraiment faire une confrontation entre les deux et éviter que tous les gens partent sur Koh-Lanta, parce que si Candice Renoir arrivait lors de l'épisode 4 ou 5 de Koh-Lanta, les gens regarderaient moins Candice Renoir parce qu'ils voudraient continuer à suivre l'aventure qu'est Koh-Lanta, qui est un feuilleton. On va dire Koh-Lanta, ça marche comme un feuilleton. Donc Candice Renoir, ils mettent toujours soit
le même week-end de départ que koh-lanta, soit une semaine en avance, parce que les gens qui suivent Candice Renoir, eh ben, ça les fait chier ensuite d'aller sur koh-lanta. Alors koh-lanta doit récupérer un peu d'audience quand l'inédit de Candice Renoir se termine. Mais voilà, ça montre que Candice Renoir s'accroche. Alors après, sur les cibles jeunes, koh-lanta reste très fort, ça c'est clair et net. Sur Twitter, ça se voit très clairement. Par contre, Candice Renoir arrive à choper les autres cibles, donc c'est aussi important pour eux. France 3, samedi, avis de tempête, 5 300 000 téléspectateurs, 25,5% de part de marché. Alors, avis de tempête, c'est comme les meurtres en pays de Qatar, comme la semaine dernière, ou je sais pas, meurtre à Collioure. Je sais pas, ils en ont fait des dizaines et des dizaines. À un moment, ça va finir un meurtre à Saint-Brieuc. C'est à côté de chez moi, hein. C'est pour ça que je dis ça, ou je sais pas. Ça va finir à ce niveau-là, France 3. Parce qu'à bout d'un moment, ils vont avoir fait quand même beaucoup de communes. Samedi, donc, toujours une bonne audience. Ils ont réussi à éclater TF1, à faire mal également à France 2 qui voulait. Alors, qui s'est pas non plus craché la gueule. Ils ont fait pire avec Fort Boyard. Voilà, ils ont fait 2 millions, je crois, France 2 avec surprise, mais ça reste fort parce que ça bat une série américaine, une émission de divertissement hyper médiatisée et une émission de divertissement inspirée d'une émission américaine, The Voice, un télécrochet. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des programmes qui techniquement sont forts et ils arrivent quand même à battre des programmes qui techniquement seraient forts. Techniquement. Après, je reviendrai sur les autres choses. Mais avis de tempête, oui, on reste sur un classique de France 3. Ces fameux téléfilms qui fonctionnent. Ça fonctionne surtout d'autant plus qu'aujourd'hui sur France 2, les prime time du samedi sont pas exceptionnels. Il faut très clairement le dire. Surprise. Caméra. C'est incroyable qu'il y a quand même 2 200 000 personnes qui regardaient des caméras cachées. Ça me trouve le cul, un petit peu. Parce que moi, ça m'a jamais... Enfin, je regardais ça, mais quand j'avais 10 ans. Ouais, je regardais vachement les caméras cachées quand j'avais 10 ans. Mais bon, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore le cerveau d'un enfant de 10 ans, peut-être en France, je ne sais pas, mais... Bon, surprise, c'était bien dans les années 80, c'était moderne. En 2020, ça a pris un coup de vieux. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes devant la télé, parce que les jeunes, ils regardent les pranks sur YouTube. Ouais, ça c'est surprenant. C'est peut-être que les jeunes ont regardé surprise, parce qu'il y a cette culture des pranks sur YouTube qui fait que la culture de la caméra cachée est revenue un petit peu à la mode avec Greg Guillotin et autres. Mais ça me surprend quand même. Sinon, donc, avis de tempête, je passe très rapidement dessus. Vous l'avez bien compris, mais c'est quand même un très très bon résultat du côté de France 3, parce que c'est 5 millions un samedi soir. Puis j'entends que France 2 aimerait faire ce type de score. On va passer aux flops, parce que les tops, il n'y en a pas eu tant que ça. Au final, il n'y en a que 3. Les flops, par contre, il y en a eu pas mal. On commence lundi. TF1, Clem, 2 968 000 téléspectateurs, 12,9% de part de marché. Troisième au niveau des classements, derrière L'amour est dans le pré et la série de France 2 qui s'appelait Laetitia. L'épisode 1 a fait également 22% sur les cibles commerciales. L'épisode 2 fait 2 630 000 téléspectateurs, 14% de part de marché. Donc on voit que il y a eu une perte de 300 000, mais pas tant que ça. On aurait pu s'attendre à pire. C'est stable par rapport à la semaine précédente. Mais c'est quand même pas bon. 12,9% de part de marché pour TF1, c'est pas suffisant. Je peux vous dire que les patrons de TF1 dans les années 2000, il y a un épisode qui faisait ça, mais c'était déprogrammé et c'était foutu à 11h le samedi matin. Voilà, il y a un moment, Clem, je pense qu'il n'y aura pas de saison 10, hein, je crois qu'on a un petit peu compris. Quand même, on liquide les stocks. Bon, c'est pas très bien. Alors, je vais revenir encore sur Clem. C'est pas très bien joué. Les gens comprennent pas l'histoire. Il y a eu trop de changements. Donc, on parlait de Candice Renoir qui s'en sort parce que les gens comprennent encore l'histoire. C'est-à-dire, les gens ont un suivi. Candice Renoir, elle veut toujours se taper le même mec depuis le départ. Là, Clem, elle s'est tapé au moins, je sais pas, 5, 6, 7, 8 mecs différents. Les parents sont plus, les personnages dans Candice Renoir, il y a toujours ses enfants. Il y a une évolution en plus avec ses enfants, avec elle également, avec ses relations. Là, il n'y a pas d'évolution parce que ça change tout le temps. C'est-à-dire qu'elle change toujours d'époque, Clem. Donc, c'est trop le bordel. Très clairement, c'est trop le bordel. Et à un moment, il faut revenir au fondamento. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? C'est la philosophie de Clem.
Comment faire compliqué quand on peut faire simple? Je pense que ça résume bien cette série en ce moment. Mardi, M6, Un homme ordinaire, 1 673 000 téléspectateurs, 7,5% de part de marché, 4e au niveau des audiences, 15,4% sur la cible commerciale, ce qui n'est pas si mal pour le premier épisode. Le deuxième épisode, c'était à peu près stable au niveau des audiences, c'est pour ça que j'ai pas marqué le chiffre. Et par rapport à la semaine d'avant, c'est une grosse baisse. La semaine d'avant, je crois que c'était 2,3 millions ou un truc comme ça. Enfin, la baisse est assez énorme pour cette série. Les gens n'ont pas accroché. Sur Twitter, déjà, ça avait été assez difficile. Parce que beaucoup de gens s'étaient plaints du fait que la série nous promettait de nous parler de Xavier Dupont de Ligonnès. C'est comme ça qu'ils l'ont vendu M6. Faut savoir, il y a 5 mois à peu près, quand ils nous ont dit Arnaud Ducré va jouer ça, ils nous disaient que ça serait Xavier Dupont de Ligonnès. Et puis au final, on s'aperçoit que c'est une histoire inspirée de Xavier Dupont de Ligonnès. Alors il y a des choses qui sont pareilles que dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, mais il y a des choses qui sont quand même légèrement différentes. Et puis, on a beaucoup vu Arnaud Ducré ces derniers temps à la télévision, le biopic sur Grégory Le Marchal, il y a eu d'autres choses. Je pense que les gens, voilà, il y a un moment, il s'est un peu surexposé. Arnaud Ducré ces derniers temps, il faudrait bien qu'il se mette un peu en recul parce que les gens sont peut-être un petit peu lassés de le voir, pas fatigués, c'est pas encore comme Nagui ou Hanouna, c'est pas encore lassé, mais un peu fatigués de le voir. Ils aimeraient bien voir d'autres personnes en ce moment, donc c'est pour ça qu'un homme ordinaire, je pense qu'il y a eu tous ces paramètres là. Le scénario, on a été un petit peu à la facilité aussi, c'est-à-dire que... Et puis l'incompréhension d'avoir fait ça en 2 soirées, en 4 épisodes. Je pense que ça a traîné en longueur. Les gens auraient voulu une soirée spéciale. S'ils avaient fait une soirée spéciale Xavier Dupont de Ligonnès sur un 90 minutes, ça aurait peut-être mieux marché que là sur 4 fois 42 minutes de soirée en fait, qui ont fait que c'était un petit peu long pour être téléspectateur. Jeudi, France 2, vous avez la parole avec Jean Castex, flop également, 2 271 000 téléspectateurs, 10,6% de part de marché. 4e des audiences, même pas dans le top 3. Pourtant, ils avaient triché France 2. Habiles, les programmateurs de France 2. L'émission ne commençait pas à 21h, mais à 20h40. Ils ont supprimé Un si grand soleil pour faire commencer l'émission à 20h40, ce qui fait que tu regardais le journal et juste après, t'avais vous avez la parole. Donc forcément, l'audience du journal, les 5 300 000 téléspectateurs, à peu près, c'est ça le journal d'Anne-Sophie Lapix, on regardait le début de Vous avez la parole parce que ça fait chier d'aller voir Canteloup. En plus, les gens qui regardent France 2 aiment pas forcément Canteloup. Ça fait chier de se retrouver chez Hanouna en plein milieu de l'émission ou Quotidien pour regarder que 20 minutes de Quotidien, en sachant qu'en plus Quotidien Hanouna ça termine souvent plus tard que les prime time. Donc si tu voulais regarder, je sais pas, Un Grand Hôtel ou 911, 911, je sais pas comment on doit le dire, sur M6, bah tu te faisais un peu niquer. Voilà, très clairement. Je crois qu'il y avait aussi, c'était pas les petits mouchoirs aussi sur W9, je ne sais plus. Mais c'était un peu compliqué. Donc forcément, tu regardais ça en fond, et ça fait de l'audience, ça. Regarder la télé en fond, ça fait quand même de l'audience. Et puis c'était Jean Castex. Donc voilà, avec tout le gouvernement derrière, la Covid-19, le plan de relance. Mais ça reste une émission politique. Et les émissions politiques, ça ne marche plus. Tout simplement parce que les gens ne s'intéressent plus à la politique. C'est pas nouveau, c'est pas une surprise. Donc les émissions politiques subissent le même problème que l'intérêt politique aujourd'hui en France. On a des taux d'abstention qui dépassent les 50% régulièrement à chaque élection. Quand tu parles d'un domaine où il y a 50% des Français, voire même plus, qui s'en branlent, c'est compliqué parce que même les gens qui votent, tous ne s'intéressent pas concrètement à la politique, hein. Il y en a beaucoup qui votent, mais bon, c'est parce que ils ont un problème avec l'abstention, on va dire, dans leur tête, mais ils ne s'intéressent pas forcément à la politique. Donc là, malgré la triche, malgré tout que ça soit une émission politique, et donc tous les problèmes qui sont liés avec, ça fait quand même plus d'audience que les 2 derniers numéros d'Envoyé spécial. Élise Lucet devrait peut-être se remettre en question, parce que Jean Castex a fait plus d'audience et 400 000, plus de 400 000, 500 000 enfin entre 400 000 et 500 000 téléspectateurs de plus que les 2 derniers numéros d'Envoyé spécial, ce qui est quand même énorme. Fait un quart de plus, quasiment, d'audience. Donc, Élise Lucet devrait peut-être réfléchir à la manière dont tu as fait Envoyé spécial. J'ai même vu un... Alors, faut savoir que je suis pas abonné à Arrêt sur Image, mais j'ai vu qu'Arrêt sur Image, s'il y en a des qui sont abonnés, peut-être, a fait toute une enquête sur les reportages d'Envoyé spécial qui sont de plus en plus déconnectés de la réalité. Ça m'avait l'air très intéressant.
Après, moi, j'ai un problème avec le fait de payer sur Internet, les abonnements, tout ça. Pour moi, Internet, ça devrait être gratuit, donc j'ai un problème avec ça. C'est pour ça que je ne vous ferai jamais payer d'abonnement à la chaîne ou vous demander si un jour je faisais des lives de claquer 5 balles ou 10 balles, parce que c'est contre ma pensée de l'Internet, très clairement, qui pour moi est un univers qui doit rester gratuit. Mais voilà, envoyé spécial, ça avait l'air d'être une enquête assez intéressante. Samedi, TF1, The Voice Kids, 3 244 000 téléspectateurs, 17,6% de part de marché derrière, avis de tempête au niveau des audiences. The Voice Kids, moi c'est une émission qui m'emmerde parce que est-ce que les enfants ont vraiment envie de faire ça ? Alors, je me pose toujours la question. C'est un peu c'est toujours mon problème avec les enfants stars ou les enfants qu'on veut starifier. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire ça ? Vraiment. Est-ce que c'est pas les parents qui poussent derrière ? Il y a tout un truc qui me gêne, en fait, avec les émissions avec des enfants. Après, ça reste The Voice, donc... Ça commence à être très répétitif, The Voice. Hein. Il n'y a pas eu de révolution. Je pense que TF1 devrait trouver une autre émission comme ça de télécrochet. Inventer un nouveau concept de télécrochet. Parce qu'aujourd'hui, The Voice, ou faire une année de pause de The Voice... Mais aujourd'hui, les gens sont lassés de The Voice, les audiences, ça ne marche plus aussi bien qu'avant. Parce qu'au bout d'un moment, on a The Voice, la France a un incroyable talent aussi, où des fois il y a des chanteurs, t'as des découvertes quand même, des maisons de disques ou des trucs comme ça qui font des découvertes. On n'a pas 150 millions de talents en France, de chanteurs. Donc, on commence à avoir du mal à trouver un vivier quand même sur ces émissions-là. C'est vrai que The Voice Kids, moi en plus c'est les enfants et ça me fait chier. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, ça les fait chier de regarder des émissions comme ça où on starifie des enfants. Je termine avec samedi, France 2, Laurent Ruquier, on est en direct, deuxième partie de soirée, c'est rare quand je parle de deuxième partie de soirée. J'avais oublié même de parler à un moment, c'était pas là ce qui était passé en deuxième partie de soirée, qui avait réussi à faire 0,6% de part de marché, ce qui est quand même assez incroyable. On est en direct, 805 000 téléspectateurs, 13,3% de part de marché. Un score qui n'est pas dingue, vu la communication qu'on a fait autour de cette émission. Je l'ai vu sur le site OZAP, je l'ai vu partout. Il a fait de l'autopromo sur France 2 de manière assez importante, donc ça a été il a été très présent. Et pourtant, ça fait le même score qu'on n'est pas couché, que les dernières dont on n'est pas couché. Donc, c'est pas dingue. En plus, sur Twitter, l'émission s'est fait un petit peu allumer. Pas mal de couacs. Le rythme était pas bon et puis surtout l'émission était très longue parce que Monsieur Ruquier, quand on fait une émission en direct, le timing il est très dur à maîtriser, je le sais. Donc il s'est fait avoir comme beaucoup. Une émission en direct, oui, tu veux laisser parler tes invités, tu veux laisser parler tous tes invités, sauf que ça prend du temps, et qu'après l'émission dure 5h30. Alors, et en plus tes spectateurs se lassent quand même au bout d'un moment. Donc, c'est très morcelé en plus. Il y a plusieurs éléments qui ne vont pas dans cette émission. Je pense qu'elle a été lancée trop tôt. Normalement, cette nouvelle grille-là devait être lancée en janvier. Ruquier a forcé un peu la main d'Elphine Ernotte pour lancer ça en septembre. Je pense que c'est une erreur. Surtout que là, c'est 805 000 téléspectateurs avec l'effet de curiosité et avec un prime time qui a fait un score intéressant qui était de 2,2 millions. Donc, si tu retires ces deux choses-là, c'est-à-dire si tu mets un prime time qui fait pas un très bon score et que tu enlèves l'effet de curiosité, quel score ça va faire ? Je suis un petit peu inquiet pour Laurent Ruquier dans les semaines à venir. Je passe au baromètre Access parce qu'on est déjà à 19 minutes de vidéo. Du côté du baromètre Access, c'est à vous très en forme la semaine dernière, cette fameuse semaine du 21 septembre, avec des scores entre 1 100 000 téléspectateurs, 1 250 000 téléspectateurs. Ce sont d'excellents scores pour C'est à vous. C'est surtout en nette progression. Et comme je dis toujours, c'est une émission moteur diesel. C'est-à-dire, si en fin septembre, ils sont à 1 100 000, ils sont capables de faire 1 300 000 en fin de saison. C'est à vous. Voire 1,4 million quand les invités sont très forts. Donc, il faut faire attention à C'est à vous. Quotidien stable. En termes d'audience, ils ont fait quand même leur record de saison mardi 22 septembre. Mais beaucoup de critiques sur Twitter depuis une dizaine de jours. Les critiques sur les chroniques de Laura Felpin qui ne font pas rire. Et c'est vrai que je suis un peu d'accord avec les gens. Certains critiquent également Alison Wheeler. Là, je suis moins d'accord avec eux.
parce que moi je la trouve très drôle. Il y a également des critiques sur les interviews de Yann Barthès et sur les invités. C'est vrai qu'il y a quand même, depuis le début de saison, il y a beaucoup d'invités très TF1, très autopromo. Moi c'est vrai que ça m'a aussi gêné. Bon, Pernod c'était normal. Il y a aussi Camélia Jordana et Vincent De Dienne qui reviennent 150 fois. Bon, on sait bien qu'ils sont potes avec Yann Barthès, mais à un moment c'est un peu trop visible là. Et puis oui, il y a des chroniques qui manquent de peps, il y a des journalistes qui sont partis et ça se voit. Et ça a du mal, je trouve, quotidien. Et je pense que les audiences de C'est à vous, on peut également les corréler avec des gens qui sont peut-être un peu déçus de quotidien et qui sont partis de quotidien. Et qui sont plus intéressés par C'est à vous. Donc, ouais. Pour l'instant, ça reste stable, mais il faudra se méfier quand même dans la suite de l'année pour quotidien. Il ne faudra pas que ça continue comme ça, sinon les audiences diminueront. TPMP en légère baisse, toujours en dessous du million. Pour le moment, TPMP, ça ne change pas, malgré les modifications au niveau des émissions. Ils ne sont pas aidés par Apprendre ou à laisser, très clairement. Aussi, ils n'arrivent pas à trouver une locomotive potable. Donc, c'est compliqué pour TPMP, avec en plus en prime TPMP elle refond la télé qui a fait un flop monumental. 410 000 téléspectateurs, 1,8% de part de marché. Pour vous comparer, c'était la moitié d'audience des Marseillais versus les Ch'tis ou versus le reste du monde, je sais plus c'est versus qui. En même temps, je comprends pas pourquoi il a fait cette émission là, c'est du féminisme à la con. Pour moi le féminisme c'est pas ça. C'est pas le vendredi on donne une émission avec que des filles. C'est réussir à ce que les garçons et les filles puissent collaborer dans une émission sans aucun problème. Là, on a pris des filles parce qu'il fallait prendre des filles. On ne les a pas forcément prises parce qu'elles étaient compétentes. On les a prises parce qu'on voulait faire une émission avec des filles. Et c'est ça le problème. C'est le problème un petit peu des quotas. Aujourd'hui, j'entends beaucoup à la télévision de gens qui veulent des quotas pour les diversités. Alors pour les Arabes, les Noirs, les Asiatiques, enfin aussi pour les Antillais. Qui veulent également des quotas pour les femmes à la télévision, avec les expertes et tout ça. C'est par exemple la grande envie de Léa Salamé. Sauf que le problème du quota, c'est qu'on se posera toujours la question si la fille a été prise parce qu'elle était compétente ou parce qu'il fallait un quota. Et donc elle n'était pas foncièrement compétente et peut-être qu'un homme était plus compétent qu'elle à ce poste-là. Il y aura toujours cette question-là. C'est la question par exemple au niveau du journalisme sportif aujourd'hui. Il y a énorme... Aujourd'hui, si vous êtes une fille journaliste sportive, c'est presque le moment, en fait. C'est un très très bon moment pour vous. Parce que, par contre, vous allez faire plante verte, même si vous êtes compétente. C'est ça tout le problème. Toute la logique qu'il faut comprendre. Là, c'est du féminisme primaire à 2 balles. Il faut... Si vous pouvez mettre plus de filles dans TPMP, mais pourquoi faire une émission avec que des filles ? On aurait pu faire TPMP avec Hanouna qui présente et ça soit des filles autour de la table. Ça m'aurait absolument pas gêné. Si en plus elles sont compétentes, moi j'ai aucun problème avec ça. Mais là on les a pris parce qu'il fallait faire des filles, une émission un peu comme le Grand 8. C'est un peu le même principe, sauf que c'est le Grand 8 qui parle de télévision. Et puis Absat aussi, voilà quoi, il y a un moment, prenez des vrais... Elle a un peu réussi quand même. Pas forcément par ses compétences quoi. Il y a un moment, je la trouve pas bonne animatrice. C'est pas la personne la plus intelligente au monde non plus, parce que face à Zemmour, je trouve qu'elle avait permis à Zemmour de s'exprimer, d'exprimer ses idées, et je trouve ça complètement débile. Enfin, je n'apprécie pas Psatoussi. Je termine avec 2 audiences, c'est Tous en cuisine en légère baisse, et puis Nagui et Demain nous appartient qui repasse au-dessus des 3 millions. Il y avait eu une légère baisse la semaine dernière, ils reprennent un petit peu leur marche en avant. Bilan global de cette semaine, du 21 septembre. France 2 et France 3, c'est pas mal. France 2, il y a quand même eu des petits couacs en termes d'audience, mais il y a eu des grands coups. Pareil pour France 3, il y a eu quelques audiences un peu légères, mais par exemple, ils ont bien réussi également leur hommage à Juliette Gréco. Il y a eu des émissions comme ça, on aurait pu s'attendre à ce que ça fasse des scores moyens, et ça a quand même fait des bons scores. TF1 et M6 en difficulté. TF1 a du mal à relever la tête, je trouve, après un début de mois de septembre manqué. Et puis M6, même L'amour est dans le pré fait des scores corrects, mais pas exceptionnels non plus. Donc c'est un peu compliqué pour M6 en ce moment. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur les Mecs Productions. Ciao, ciao!